on a le plaisir ce soir de recevoir Jean Alouche et j'ai un peu récapitulé les choses. Bravo. Et je me suis, oui, un peu quand même, je me suis rendu compte qu'on l'a reçu plusieurs fois. Je vais même vous dire les titres de ses livres. Et on l'avait reçu pour une rencontre à plusieurs en 2001 autour de Qu'est-ce qu'un auteur en psychanalyse, transmission, style, auteur. Oui, si vous voulez bien, oui, fermez votre téléphone. En 2001, et tu nous avais parlé de Lucia Toa. Lucia Tower, mais c'est pas moi le grand spécialiste. Ah bah écoute, tu t'es présenté ce jour-là. C'est cette dame, je crois, c'est ça? Ben oui, c'est Gloria écoute, Leff qui est là, qui elle connaît bien le sujet. Oui, mais tu vois, tu nous en as dit quelque chose ce jour-là. Grâce à elle. Grâce à elle. C'est toujours grâce à. Ben oui. Oui, donc on t'avait entendu ce jour-là avec Jacques Nassif, avec Claude Raban, qui y avait d'autres, plusieurs autres psychanalystes. Nous t'avons reçu, je pense, la première fois pour Érotique du deuil. Oui. Et c'était vers 95, mais je ne vais plus dire les dates parce que ça ne me fait pas du bien. Mais c'était autour des années 95. Ensuite, on t'a reçu aussi pour la psychanalyse et une érotique de passage. On t'a reçu aussi pour l'amour Lacan. Et c'est Serge, il est là. C'était Serge qui t'avait présenté. On t'a reçu, non, mais j'ai pris l'ensemble de tes livres. Je tenais à te dire, au fond, tout simplement, l'intérêt qu'on a toujours eu à suivre tes publications. Alors, j'en étais donc à une érotologie de passage. Ensuite, l'amour Lacan. Et on t'a également reçu en dernier. Isabelle, tu peux enlever ton assiette. Ça va voilà. le faire, ça va. On va le faire. Hein. Voilà, on n'est plus à l'église. Ouf. Et on t'a reçu il y a moins longtemps, je ne sais plus en quelle année, pour Prisonnier du grand autre. Prisonnier du grand autre. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais ça doit faire au moins 5 fois. Ouais. Ça montre effectivement notre intérêt. Et je tenais aussi à vous dire, et comme vous êtes plusieurs membres de l'école lacanienne ici, je voulais vous dire que vous avez certainement été des précurseurs d'une question sur les gender studies qui ont été au-delà de l'école et qui nous ont fait connaître des gens comme Daniel Alperin et d'autres que nous aurions probablement parmi nous-mêmes. C'est David Alperin, jamais rencontré. Donc, on vous remercie de cet énorme travail et cette voie que vous avez pris, comme tu le dis souvent, sur les pas de Lacan, en essayant d'ouvrir d'autres portes aussi. Alors, je voulais te le dire, et je te l'ai déjà dit, et ça a un peu mal commencé entre nous. Je te dis, oui, non, les autres fois, je ne te connais pas assez, tu n'étais pas autorisé encore. Mais donc, le souvenir que j'ai de la dernière fois, c'est qu'on est resté, nous, un peu sur notre faim. C'est-à-dire que tu n'as très bon pas au sortir du repas. Oui, pour maigrir un peu, oui, c'est sûr. Alors, oui, on ne t'a pas assez entendu. Ce soir-là, notre amie Jacqueline Massola avait fait quelque chose de tout à fait articulé, mais tu n'avais pas eu le temps de parler. Et c'était quand même assez dommage et frustrant pour nous, d'autant que ces invitations, c'est quand même aussi pour vous entendre, d'abord pour lire vos livres, et que certains d'entre nous lisent. Mais on est un peu fou parce que t'inviter, alors que ça ne fait qu'un mois qu'on est sur ton livre, c'est un peu fou, mais comme tu dis dans ton livre, toute notre clique là, c'est tous des fous. Et bon, on s'autorise ça nous permet de faire des rencontres, et parmi les gens qui viennent, certains comme ça rencontrent des auteurs et ensuite peuvent lire des livres. La formule ici a toujours été un peu comme ça, on est ni dans une association, ni dans une école, donc on ne fait qu'effleurer les livres. Alors ce soir, on va... Mais c'est le contraire de ce qui s'est passé avec Thomas Bernhardt
qui a voulu aller visiter non, qui a voulu aller visiter la maison de Kant, ou bien quelqu'un a écrit un bouquin sur une visite chez Kant. Qui est-ce qui a écrit ça? Un tout petit bouquin. Et il raconte qu'il arrive, il frappe à la porte comme ça, il y a une mégère qui lui ouvre avec un tablier de cuisine qui lui dit de poser ses chaussures. Il voit un vieux monsieur décati dans un fauteuil et il comprend que vraiment rencontrer un auteur ça ne sert à rien. Bon, mais tu nous casses la baraque. tout ce travail depuis plus de 30 ans. Bon, écoute, c'est bien comme ça, mais je crois qu'on va quand même poursuivre parce que finalement, on a fait de belles rencontres quand même. Et donc, ce soir, on va donc effleurer le livre avec Fabienne de Jean Alouche. La scène lacanienne et son cercle magique, des fous se soulèvent. Alors, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ce livre porte un certain enthousiasme. Quand on parle de liberté et de soulèvement, c'est sûr que ça porte un certain enthousiasme. Et bien sûr, lorsque c'est traité par Alouche, parce que la question de la liberté, bien sûr, ne peut pas se traiter comme ça, il faut quand même être sérieux. En tout cas, en tant que, dans l'analyse, ce n'est pas tellement une question, enfin, Jean Alouche le dit, qui est tellement envisagée, je dirais. Mais Jean Alouche qui a lu à la loupe, on te dit, paraît-il, que tu lis à la loupe, je crois que c'est vrai, qui lit à la loupe Lacan. C'est-à-dire, peut-être je le loupe. Ça ne t'empêche pas de l'aimer. Il t'a fait travailler beaucoup, sans doute, hein, je suppose. Oui. Jean Alouche ne manque pas de proposer plusieurs citations où effectivement Lacan quand même approche tout à fait la question de la liberté. Alors, bien sûr, de quoi s'agit-il? De quelle liberté nous parle Jean Alouche? Il parle d'être libre face libre de s'adresser à la liberté d'autrui. Oui. Et ça, c'est pas rien. S'adresser à la liberté d'autrui. Je vais dire les 4 mots principaux avec lesquels il ouvre ça et qui finalement bordent tout le livre de Jean Alouche. C'est bien celui de liberté, celui de soulèvement, bien sûr articulé à aliénation, et séparation. Alors, le soulèvement aussi, c'est un mot très important, c'est dire non. C'est la possibilité de dire non, ce qui désaliène. Mais j'avais envie de dire, avant de reprendre ces termes que tu travailles tout au long de ton livre, j'avais envie de vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de gens que les histoires de fous intéressent. Et j'ai envie de dire que Jean Alouche est un des quelques-uns actuellement que les histoires de fous intéressent. Et alors, il l'intéresse d'une façon en plus très, comment dire, très riche et très pas ordinaire et pas classique. C'est-à-dire qu'il va chercher dans la littérature des pépites. Et dans ce livre, il y a une pépite que je ne connaissais pas parce que je suis très ignorante, c'est Canudo. Alors je crois que sur Canudo... 6 étages, je peux faire passer 6 les fous littéraires, il se trouve que lorsqu'on a travaillé un petit peu le livre de Jean Alouche, Fabienne nous a dit qu'elle participait à un atelier de l'école lacanienne où ils avaient parlé de ce livre. Donc peut-être qu'elle dira aussi quelque chose, en tout cas de ce qu'elle a perçu de ça. Mais donc effectivement, tu dis que tu as une certaine méthodologie là qui consiste à penser à partir de cas et pas tellement de point de vue théorique. Et toute cette utopie, on pourrait parler même d'utopie,
cette utopie de soigner autrement par le musical. Il y a un arrêt sur le musical où on sort du musical pour la peinture. Il y a un tableau imaginaire qui se fait jour, un tableau qui fait traumatisme, et qui pose effectivement la question de la folie, enfin qui nous renvoie vraiment à la question de la folie et de qu'est-ce qui est possible à tenir et à réguler. Et finalement, c'est un échec. Enfin, pour cet homme, c'est un échec. Et que Canudo ait pu écrire ça, moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça, même actuellement, on pourrait l'écrire. C'est presque l'ordre de l'hallucination. Je disais, Guy, que travailler sur le père de Daniel H, c'est aussi hallucinant, mais travailler sur Canudo, c'est extraordinaire. Une espèce de phalanxère comme ça qui existe. Et c'est comme ça que vous faites le lien, enfin si je l'ai bien saisi, vous faites le lien sur la première et deuxième mort, et qui vous permet d'allier effectivement sur ce lieu, comme l'a dit Delia, ce lieu d'antre, qui était un lieu fondamental. Qu'est-ce que c'est que ce lieu d'antre? Alors qu'est-ce que le libérer? On l'a dit rapidement, vous repartez sur Henriet en disant finalement le malade mental, c'est peut-être celui-ci, le libérer, le malade mental, malade de sa liberté, ça c'est extraordinaire. Et c'est très simple, hein. Alors bien sûr on a vu pour certains l'expo de Duberman à la fin qui reprend tout ça. Mais dire que cette malade de liberté, je trouve ça, moi je n'avais jamais pensé comme ça, d'entendre que nos groupes analytiques sont plus des soulèvements aussi, peut-être que des mouvements, pour reprendre ce qu'a dit Delia, le dire que non, c'est vrai que ça induit tout à fait autre chose. Et il me semble qu'on n'est pas au même endroit comme analyste et que peut-être on n'entend pas de la même manière si on a dans l'oreille cette idée de soulèvement plutôt que juste de mouvement. Enfin, je n'enlève rien de la qualité de ce que c'est qu'un mouvement. Mais soulèvement, ça mène une autre... ça fait une torsion supplémentaire. Cécile aussi, je vais beaucoup parler de soulèvement dans d'autres lieux. Ça t'avait beaucoup marqué. Enfin, tu avais pu, ça t'avait amené à penser, à repenser ta clinique aussi. Et je crois que c'est juste. Ça nous déplace. Oui, c'est pas seulement le lieu X, parce que vous disiez, est-ce que c'est le lieu X? Alors, c'est pas seulement le lieu X, un lieu du désir, peut-être, mais qu'un entre-deux, où quelque chose d'autre peut venir, effectivement, du désir de l'autre. Et vous ajoutez à ce moment-là, d'ailleurs, le soulèvement, lui, ne se retourne, il n'y a pas de soulèvement du soulèvement, il n'y a pas de rebondissement dans le soulèvement. Il se suffit à lui-même. Mais voilà, enfin, c'est juste pour vous amener des pistes. Hein. Ouais, très bien. Mais maintenant, là, voilà, ils font signe là. Quoi? Laissez-le parler. Non, voilà, parce que Quelqu'un moi, m'a fait signe. on m'a dit, venez simplement Voilà. pour articuler et Voilà. il a tout le lieu Voilà. de la parole. Donc c'est juste pour vous amener sur ces questions Aïe, à aïe, aïe. rebondir. Non, vous n'avez pas envie. Non, attends, on va faire un peu Pour silence. l'instant, On va Quoi? faire silence, on va attendre. ils sont frustrés de votre voix. Moi, les silences, je supporte. Hein. Mais moi aussi, il n'y a pas de problème. On va attendre. Le cercle magique, c'est le cercle qui se constitue autour de la scène. Oui. Oui, mais Et il y a une scène avec ce que Lacan le point de départ de Lacan, à mon avis, c'est pas Freud, ça on le sait. Le point d'arrivée, c'est pas Freud non plus. Le point de départ de Lacan, à mon avis, il est dans le poème, le seul poème qu'il a écrit dans sa vie, où il est justement question d'un poète qui se prétend l'amant éternel des mots et des choses. Donc la question de la chose intervient chez Lacan dès ce moment-là, c'est-à-dire, c'est quoi, 29. Et donc bien avant qu'il écrive sa thèse, où il y a déjà une critique de Freud,
et bien avant que, après avoir critiqué Freud et avoir introduit une théorie du moi qui n'est pas freudienne, il lance son retour à Freud en 53, donc c'est bien avant. 29-53, vous voyez la distance. Mais quand Lacan parle de la chose freudienne, c'est il faut entendre chose au sens du poème. C'est-à-dire que la chose n'est devenue freudienne chez Lacan, à mon avis, que secondairement, de manière tout à fait décisive, mais à mon avis pas essentielle. Il fait une vraie différence. Et donc c'est un monsieur, un jeune psychiatre a écrit donc à Alquier. C'est un bouquin pour lequel vous ne m'avez pas encore invité. Lequel Mais on l'a même pas vu. Non, peu Il est importe. pas en librairie. Non, je rigole. C'est Une femme sans au-delà. Ah oui, c'est vrai. Et donc c'est... Mais il n'y a pas que nous, c'est ça le problème, malheureusement. Ben, oui. Et donc, voilà quelqu'un qui a instauré très jeune un rapport à la chose. Et à mon avis, quand il a accroché sur sa chose à lui, la chose freudienne, il y avait un côté fondé et un côté pour partie artificiel. Et donc, ce qui fait que s'est constitué autour de Lacan un cercle magique, c'est ce que j'appelle, ce que Lacan a appelé l'effet d'antre. C'est-à-dire, on ne se demande pas tellement qui est Lacan, on ne se demande pas tellement qu'est-ce que c'est que sa chose, on se dit qu'est-ce qui se passe entre ce Lacan et sa chose. C'est l'effet d'antre. Entre, d'ailleurs, il a dit un certain jour, il a dit que c'était la définition du grand autre. Le grand autre, c'est un entre, écrit d'ailleurs avec E ou aussi bien avec A. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, pareil, vous prenez n'importe quel auteur, il y a le cercle des amis. Le cercle des amis de Proust, le cercle des amis de Diaturance. Il y a un cercle qui se constitue parce que il y a quelqu'un qui se positionne de façon telle que on sait qu'il a affaire à quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, on ne sait pas exactement qui il est, mais on sait qu'entre lui et ce quelque chose, là, il y a une question qui nous concerne personnellement. Je pense que si je suis arrivé, si j'ai tout quitté pour venir suivre le séminaire de Lacan en 63, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Je ne me le suis pas dit comme ça, mais à mon avis, ça revenait à ça quand même. Je ne crois pas que ce soit un forçage d'une interprétation après coup. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait entre ce Jacques Lacan, qui à l'époque n'avait pas de visage, j'en avais juste entendu parler, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui a lieu là, entre ce monsieur et ce qu'il enseigne, c'est-à-dire son discours sur sa chose, et cette chose-là m'importe. Mes billes sont là. C'est une pensée peut-être qu'on peut considérer comme délirante. Peu importe. Mes billes sont là. Et donc je suis venu à Paris suivre le séminaire. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça donne une idée de comment s'est constitué. Justement, c'est pas tellement un groupe qu'un cercle. Le cercle autour de Lacan s'est constitué, à mon avis, de gens qui se sont tous dit à un moment donné ou à un autre, se sont tous posé cette question, qu'est-ce qui se passe entre ce Jacques Lacan et sa chose, qui n'est pas exactement son objet. La chose, justement, la chose présente un caractère indéterminé que n'a pas l'objet. Si vous parlez de l'objet, vous allez parler des objets, aussi bien des objets comme ce micro, que si vous êtes très savant, l'objet petit a, peu importe. Là, il ne s'agit pas de l'objet, justement, il s'agit de cet indéterminé qui est la chose. Que de temps en temps, si je ne me trompe pas, Lacan a écrit avec une majuscule d'ailleurs, qui était donc déjà dans son poème, et qui est pour moi la question permanente de ce Jacques Lacan depuis
Donc 29 jusqu'à 80. Et donc ça donne une idée de constitution d'une communauté qui n'est pas du tout la communauté de psychologie des foules et analyse du moi. Avec un leader, à la petite moustache, identification et tout ce que vous connaissez. On a là un mode de sociabilité qui ne relève pas d'une chefferie, qui ne relève pas d'un Führer ou rien de cet ordre-là. C'est une autre manière de constituer un cercle que Canudo appelle magique. C'est aussi pour ça que je l'appelle magique, c'est parce que je trouve que le mot convient bien aussi. Donc c'est un type de sociabilité qui est très... C'est Canudo qui m'a appris ça. C'est un type de sociabilité qui est très, très singulier. En même temps, si on regarde un peu de près, on s'aperçoit que chaque fois autour d'un romancier, chaque fois autour d'un poète, chaque fois autour d'un peintre, d'un performeur, il se constitue quelque chose comme ça. Un cercle magique. Avec cette question de l'effet d'antre, ce que Lacan appelait l'effet d'antre et que je reprends, mais qu'on retrouve aussi par exemple dans ce que Freud appelait la scène primitive. La scène primitive, c'est pas qu'est-ce qu'il arrive à papa, c'est pas qu'est-ce qu'il arrive à maman, qu'est-ce qui excite papa, qu'est-ce qui excite maman. La question de la scène primitive, c'est qu'est-ce qui se passe entre eux. Ni chez l'un ni chez l'autre. C'est là qu'il y a le trou. C'est là qu'il y a le trou, c'est là qu'il y a la question. Pour moi, la réponse du père, c'est une réponse décharitable. Oui. Oui. Dans cette réponse, le père décharite. Je donne d'autres exemples aussi de ce que j'entends par décharité, parce que si on ne peut pas tellement donner un abord conceptuel de ce truc décharité. Enfin, on pourrait faire un tour par la pensée théologique et voir toutes les implications que charrie le terme charité, voilà, que charrie le terme charité, et voir que c'est toutes ces implications-là qui tombent dans cette idée de décharité. Mais là, bon, j'ai préféré donner notamment cet exemple, j'en donne dans l'autre secte, je donne encore un ou deux autres exemples du même tonneau. C'est exactement ce que vous venez de dire. Moi, je l'ai entendu aussi, je trouve aussi comme toi que c'est très important ce passage. Je l'ai entendu comme justement on n'est plus du côté de la fonction, la fonctionnalité, c'est autre chose qui est en jeu là avec ce père. Il est effectivement plus père. Comme l'analyste à un moment, c'est pas la fonction analyste, c'est autre chose qui se joue là où il y a quelque chose d'une rencontre ailleurs, d'un ailleurs. D'ailleurs, à un moment, je trouve ça très beau, et ça, je ne l'avais jamais pensé et lu comme ça. Vous parlez de la fragilité, de la faiblesse de l'analyste. Ce n'est pas forcément qu'est-ce que c'est que le héros, qu'est-ce que c'est qu'être en force, et est-ce que c'est pas plutôt justement dans le laisser tomber et dans la fragilité que quelque chose peut s'entendre. Dans le cabinet de l'analyste, il n'y a pas le surveillant chef qui est prêt, si jamais ça déconne, à se pointer, à maîtriser le patient et à le mettre dans une chambre d'ISO. Il n'y a pas de chambre d'ISO. Et donc oui, la position des gens qui acceptent de recevoir certains frappadingues, y compris violents, et ça existe, il y a des psychanalystes qui reçoivent ces gens-là. La seule chose qui peut fonctionner, c'est leur propre fragilité. Il est possible de les atteindre, il est possible de tout casser, il est possible de foutre le feu, il est possible de plein de choses. Il n'y a pas de gros bras pour protéger l'analyste. Et je crois que c'est une des critiques que je fais à la pratique de Lacan, c'est qu'il avait sa secrétaire. Et sa secrétaire, oui, je termine et je vous laisse la parole. Sa secrétaire, bien des fois, avait des interventions qui étaient des interventions d'analyste. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Alain, je pense que oui. Dans mon bouquin sur les bons mots, je raconte, il y a au moins 10 ou 12 bons mots d'intervention de Gloria.
Et donc Lacan, c'était avec son histoire de secrétaire, qui est plutôt une histoire de grand patron de psychiatrie, ça, avoir une secrétaire. Il s'est un peu dédouané quand même de certaines difficultés. Vous voyez ça avec ma secrétaire, il arrivait à dire des choses comme ça. Et donc il n'était pas tout le temps comme le père, que vous avez réévoqué là. C'est le stade du miroir, le moi comme support comme résultat d'une identification imaginaire à un petit autre. Il n'y a aucune problématique de cet ordre dans Freud. Le moi freudien, c'est un moi tiraillé entre le ça et le surmoi, qui essaye de jongler, de tirer ses billes du jeu, de ne pas être trop emmerdé ni par le surmoi ni par le ça. On est on est sur deux problématiques complètement différentes. Le moi freudien n'est pas dans l'imaginaire. Le moi freudien, il n'y a pas l'idée du moi, le moi comme instance parmi deux autres instances, le ça et le surmoi. Freud ne pense pas comme imaginaire. C'est une manière de problématiser la composition de l'appareil psychique. Et d'ailleurs, le stade du miroir a été très mal reçu quand il a exposé. C'est très clair. C'est pas une question de contraire. C'est pas contraire au moi freudien. C'est une autre manière d'aborder les choses. Tout le mouvement, comment dire, je cherche un mot. Tout le glissement qui s'est opéré à partir du moment où Lacan s'est dit freudien, a revendiqué le retour à Freud, etc., il s'est ensuivi énormément de travaux qui tentaient de lier Freud et Lacan, de dire c'est la même chose. Eh bien, tous ces travaux-là, à mon avis, sont caduques. C'est-à-dire qu'il est bien plus important de s'interroger sur ce que Freud a dit, de s'interroger sur ce que Lacan a dit, même quand il a pioché plein de choses dans Freud, mais de ne pas négliger à quel point Lacan, c'est autre chose, c'est un autre paradigme, pour le dire en un mot savant, c'est un autre paradigme que Freud. Freud n'a pas l'idée de réel symbolique imaginaire. Lacan a l'idée de réel symbolique imaginaire. C'est avec ça qu'il revisite Freud. Il essaye de trouver dans Freud des choses qui collent avec réel symbolique imaginaire. Il en trouve, il y en a. Mais en même temps, le paradigme chez Lacan n'est pas celui du conflit psychique. Chez Freud, nous sommes faits de conflits psychiques, de plusieurs ordres. Absolument. Chez Lacan, nous ne sommes pas faits de conflits. Nous sommes faits de tiraillements. On est tiraillés de différentes façons entre imaginaire, réel et symbolique. Mais un tiraillement, c'est autre chose qu'un conflit. Alors, il y a autre chose, moi, pardon, je reviens 2 minutes à votre livre, c'est l'acte dont vous parlez, le passage à l'acte, l'acting out, la nécessité parfois de l'acte, comme quelque chose de vital. C'est vous employez de la vie, ouais, qu'on ne peut pas y échapper justement à cet acte. Oui. Ouais. Ça, je trouve ça très important de le ressouligner. Ça a été un événement considérable quand Lacan a fait son séminaire sur l'acte analytique. Ouais. Jusqu'à présent, avec le symbolique qui va pouvoir comme ça petit à petit éponger les méfaits de l'imaginaire, on pensait que le recours au symbolique, ben voilà, c'est ça qui allait, c'est l'interprétation, c'est ça qui allait en quelque sorte permettre au sujet
de se débarrasser de tout un tas d'ennuis qui le traversent. Et quand il y a eu le séminaire sur l'acte analytique, là, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que l'acte, la dimension de l'acte est une dimension différente et de la dimension symbolique et ne se laisse pas résorber dans le symbolique. Exemple tout bête, je suis invité chez des amis, on me sert un verre de vin à l'apéritif, un geste malencontreux, et je renverse le vin et je casse le verre. Bon, alors les amis vont se dire, tiens, peut-être qu'il y a une phrase qui a été dite qui ne lui a pas plu juste avant, et qu'il n'a pas pu le dire de cette façon-là, et que plutôt que de l'exprimer dans le symbolique, eh bien là, il y a eu cet acte manqué, voilà, l'acte manqué. Mais le verre est cassé. Et le verre est irrémédiablement cassé. Il y a une dimension d'acte dans l'acte manqué qui est irréductible au symbolique. L'hôte qui m'a reçu, ben, sera obligé d'aller acheter un autre verre s'il veut toujours en avoir 6 au moins, ou Dieu sait quoi. Ou bien c'est moi qui vais lui offrir une série de 6 verres, il va y avoir du fric en jeu. Donc tout ça est une dimension de l'acte dont le symbolique ne rend pas compte. Donc, le symbolique est Qu'est-ce que tu entends par symbolique? Par exemple, on a voulu, quand il y avait passage à l'acte, on a voulu donner des interprétations. On a donné des interprétations, on a donné des tonnes d'interprétations. J'ai, pour ma part, contribué à essayer d'interpréter le passage à l'acte de Marguerite Anzieux. Donc, on va dans le sens d'interpréter, et comme si l'interprétation allait résorber la dimension de l'acte. En lui donnant du sens, pour finir, en lui donnant du sens, oui. En situant l'acte dans un certain scénario, dans un certain contexte. Là, pour ce qui est de Marguerite, je crois que j'ai fait le travail. Mais il y a quelque chose qui échappe. Et la preuve, c'est que, par exemple, les sœurs Papin ont donné lieu à je ne sais combien d'interprétations, que ce soit les psychiatres, que ce soit Lacan, que ce soit des poètes, que ce soit les surréalistes, que ce soit le cinéma, plus récemment. Donc on n'arrête pas. Quand il y a un passage à l'acte, on n'arrête pas de mouliner de différents horizons pour essayer de résorber le passage à l'acte dans quelque chose qui sera un sens. Mais justement, aucun ne convient, aucun jamais ne satisfait. Que ce soit le travail d'un psychanalyste, que ce soit le travail d'un psychiatre, soit le travail d'un artiste, d'un performeur, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui reste opaque, inaccessible dans l'acte, dans le passage à l'acte. Voilà ce que je veux dire. Je me demandais il me semble avoir lu dans votre livre, Jean Alouche, à un moment donné, justement à propos de l'acte, il me semble que vous préférez utiliser le mot de geste. Oui. Du geste, le geste. Et oui. Ça revient très très fréquemment oui. Dans votre écriture. Oui. Effectivement. Alors comment est-ce qu'on peut dire les choses? Oh là là, alors là vous me... Geste et acte. Oui. C'est insistant. En fait, j'ai repris toute cette affaire là récemment. Depuis ce dernier bouquin, j'ai continué à cogiter parce que on est obligé de suivre quoi. Et donc j'ai continué à cogiter sur cette affaire justement de passage à l'acte, soulèvement, qui est encore autre chose, et enfin un terme que j'ai reçu de Fethi Ben Slama qui s'appelle saut épique. Saut épique. Saut épique. C'est une. Écoutez, rarissimes sont les trouvailles cliniques, alors qu'ils se publient je ne sais combien de bouquins de psychanalystes par an. Rarissimes sont les trouvailles cliniques. Fethi Ben Slama a fait, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais en tout cas, il a fait une véritable trouvaille clinique, c'est ce qu'il appelle le saut épique.
le Épique. saut épique. Épique, de épopée. Épos. Du côté du geste, alors. Alors, je me sers de geste. Je vais vous dire pourquoi je me sers de geste. À la différence du passage à l'acte, le saut épique, c'est l'acte terroriste. L'acte terroriste est un acte pensé. Est un acte qui n'est pas du tout quelque chose qui survient de manière impromptue, qu'il n'y avait rien qui l'annonçait. Rien ensuite ne pourra l'interpréter. Là, on est dans la dimension de passage à l'acte. Le saut épique, c'est-à-dire l'acte du terroriste, est contraire, par exemple, les djihadistes qui ont balancé leurs avions sur les Twin Towers. Si vous regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait les quelques heures qui ont précédé leur geste, vous verrez qu'il y a toute une série de rituels religieux, qu'ils invoquent Allah, ils lisent le Coran, ils font des ablutions, ils se lavent, ils sont propres. Quand ils montent dans l'avion, pareil, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent dire. Je prends l'acte terroriste à l'endroit où il est le plus, comment dire, le plus quoi, hein? Rituel. Le plus dans l'ordre de la pensée qui le soutient. L'acte, le saut épique est appelé par tout un discours qui est tenu et qui finalement va amener certains à balancer un avion sur les Twin Towers. Le passage à l'acte, à la différence du saut épique, lui, n'est pas pensé. Quand Althusser étrangle sa Hélène, je ne dis pas sa femme parce que je ne suis pas sûr que ce soit sa femme qui l'étrangle. Quand il étrangle Hélène, puisque c'est comme ça, il dit j'ai étranglé Hélène. Il y a un moment où il lui masse le cou comme ça, et puis à un moment donné, j'ai étranglé Hélène. Mais entre le massage et le constat qu'Hélène est une étranglée, il y a un trou. Il y a un trou. Il n'y a pas de continuité, même si apparemment les gestes semblent être tout simplement dans la continuité. Le geste du massage et le geste de l'étranglement. D'ailleurs, le Canard enchaîné a titré massage à l'acte. Ouais. Mais justement, c'est faux. C'est faux. L'acte de massage, ça c'était en 92 quand est sorti L'avenir dure longtemps. Ouais, il y a une discontinuité, il y a quelque chose d'une irruption de l'acte dans le passage à l'acte, quelque chose qui n'est pas pensé. Et donc je suis en train d'articuler ça avec la question de la fin d'analyse et le passage du psychanalysant au psychanalyste. C'est le travail que je suis en train d'essayer d'écrire un petit peu pour l'instant. C'est-à-dire que Lacan, à propos du passage du psychanalysant au psychanalyste, a un mot très utile. Il parle du passage à l'acte éclairé. C'est très intéressant cette affaire, parce que le passage à l'acte éclairé, à la limite, c'est contradictoire avec l'idée de passage à l'acte. Le passage à l'acte de Sir Papin n'était pas éclairé. Le passage à l'acte d'Althusser n'était pas éclairé. Et le passage à l'acte de Marguerite Anzieux n'était pas éclairé, en aucune façon. Donc là, il y a une espèce de tour que réalise Lacan en disant que le passage du psychanalysant au psychanalyste s'effectue de deux façons. D'une part, c'est moi qui l'interprète comme ça grâce à Ben Slama. Je considère que boucler son analyse relève du saut épique, mais le saut épique ne se tient pas en lui-même. Ce qui se passe, c'est que le saut épique appelle le passage à l'acte éclairé, c'est-à-dire le passage à la position du psychanalyste. Bon, mais ça, c'est des travaux qui sont en cours, que je vous raconte comme ça.
Il faut attendre qu'ils soient un peu sérieusement écrits. Pour avancer un peu plus, je crois que vous avez travaillé ça dernièrement. Je ne l'ai pas repris dans des anciens ouvrages. Le deuxième analytique du sexe. Parce que là, vous en reparlez un petit peu, mais vous ne développez pas dans ce livre-là. Alors, je me suis rendu compte que, en lisant Lacan dans les coins, pas le courant majeur comme ça qui se déploie telle une rivière qui reçoit des affluents et puis voilà, le courant continue. Non, mais en lisant Lacan dans les coins, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre d'énoncés qui ne cadraient pas avec ce que lui-même soutenait dans le courant, le large courant auquel on s'intéresse, en négligeant les petits à côté. Et donc il y a un certain nombre d'énoncés de Lacan qui contreviennent de propositions de développement de Lacan. Quand il dit que, alors je ne vais pas retrouver la citation exacte, quand il dit que toute la sexualité, je pense que je peux ajouter freudienne, toute la sexualité freudienne, ça consiste à se défendre. C'est-à-dire il fait de la sexualité une défense, ce qui est quelque chose qui évidemment ne va pas à Freud. La sexualité, c'est toute la sexualité freudienne. Il la loge comme ça, c'est un geste incroyable. Il la loge comme une défense contre l'inexistence du rapport sexuel. Donc il y a une sexualité qui serait celle du rapport sexuel, qui n'est pas, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel, mais cela serait le sexuel, et tout le reste, c'est-à-dire la sexualité telle que Lacan l'a repris de Freud avec la pulsion, le fantasme, etc. Tout ce qu'il a repris de Freud, et jusqu'à inventer l'objet petit a, toute cette sexualité-là, il la voit comme une défense. Une proposition, là aussi, inadmissible du point de vue du grand courant freudo-lacanien. Et donc la seule façon que j'ai eue de comprendre de tels énoncés, j'en cite un certain nombre d'autres, la seule façon que j'ai eue de comprendre de ces énoncés atypiques, ces énoncés carrément, comment dire, bizarres, inconvenants, la seule façon que j'ai eue de comprendre ça, c'est de dire qu'il y avait chez Lacan deux analytiques différentes du sexe, une analytique, disons, de l'objet petit a, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la sexualité freudienne, et une analytique du rapport sexuel qui est configurée de manière tout à fait différente. Par exemple, si vous prenez le cas de la jeune homosexuelle, Lacan a produit deux versions différentes de son passage à l'acte. Je cite Lacan parce que, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y ait eu passage à l'acte. Je pense qu'il y a eu un acte qui n'est pas du tout pareil. Mais bon, tenons-nous-en à ce que Lacan a pu en dire. D'une part, il a dit c'est un acte symbolique. C'est-à-dire c'est le fameux Niederkommen que vous connaissez. En se jetant par-dessus le parapet, elle fait allusion au fait que sa mère est enceinte de son père, à elle, la mère, et que donc, voilà, c'est une manière de manifester que c'est elle qui aurait aimé avoir un enfant du père. Donc voilà, le passage à l'acte interprété de manière symbolique. Le symbolique serait censé résoudre la question. Quelques années plus tard, Lacan revient là-dessus et va déclarer que il va donner une toute autre version du passage à l'acte de la jeune homosexuelle. Il va dire que ce passage à l'acte se produit, et tout passage à l'acte se produit lorsqu'il y a subite mise en rapport du sujet, là je le cite textuellement, j'ai tellement bossé ça que finalement je finis par savoir par cœur. Le passage à l'acte se produit lorsqu'il y a
une subite mise en rapport du sujet avec ce qu'il est comme objet petit a, c'est-à-dire avec comme excrément, comme sein, comme voix, en fait tout ce que vous voulez. Voilà une interprétation du passage à l'acte dans le cadre de la première analytique du sexe. Mais si vous lisez le témoignage qu'ont obtenu Diana Vogt et Inès Rider, qui ont interrogé, elles n'ont pas interrogé la jeune homosexuelle, elles ont interrogé quelqu'un qui s'appelle Margaret Tsonka, quand elle était très âgée. Et elle raconte sa vie, notamment, et notamment son analyse avec Freud. Et là, vous avez une toute autre version du passage à l'acte qui relève, elle, de la seconde analytique du sexe, c'est-à-dire de la question du rapport sexuel. Donc vous voyez comment, dans ce passage à l'acte de la jeune homosexuelle, il y a cohabitent, se côtoient les deux analytiques du sexe, et évidemment la question qui se pose, c'est celle de leur articulation. Comment dans le passage à l'acte de la jeune homosexuelle, ces deux analytiques ont pu être articulées. Mais l'interprétation de Lacan, subite mise en rapport du sujet avec ce qu'il est comme objet petit a, elle ne va pas avec le témoignage même de la dite jeune homosexuelle. Une thèse de Lacan qui est énorme, qui est inimaginable, qu'on ne voit pas comment on peut l'approcher tellement le propos est considérable. C'est cette thèse que l'inexistence du rapport sexuel est un traumatisme. Il dit traumatisme même. L'idée qui est là derrière, qui n'est pas formulée comme ça par Lacan, mais que je crois pouvoir formuler, c'est que ce que fait la psychanalyse, ce que fait une psychanalyse, c'est conduire, une psychanalyse amène quelqu'un jusqu'à ce point où il va pouvoir ne plus avoir de désir du rapport sexuel. De désir du rapport sexuel, ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus envie de faire l'amour, ou de baiser, ou de copuler, ou dites ça comme vous voulez. Et donc une psychanalyse conduit quelqu'un jusqu'à ce point où il va en quelque sorte pouvoir apprivoiser ce traumatisme. Et qui est aussi donc autre thèse incroyable, qui est le point où Lacan considère que c'est là que chacun trouve sa liberté. Pour comprendre comment il était possible que quelqu'un puisse s'approcher de cette inexistence du rapport sexuel, j'ai rien trouvé de mieux que Kertész. Parce que Kertész, lui, bien sûr, mais aussi sa biographe, qui est la biographie de Kertész est d'une subtilité, d'une finesse rare, très rare. Pour un biographe, à mon avis, quelque chose de vraiment très rare. Et donc, Kertész, traumatisé par les camps, écrit. Et donc, dans son écriture, comment dire, il sait qu'il ne peut pas évoquer les camps sans traumatiser son lecteur, sans lui-même être à nouveau habité par ce traumatisme des camps, et il est exclu de faire un récit comme ça qui n'aurait pas une valeur traumatisante. Mais c'est un traumatisme justement apprivoisé.
Voilà, voilà, le mot m'est venu à propos de grâce à Kertész. Si vous lisez Kertész, vous voyez comment, si vous lisez notamment son Kaddish, le Kaddish qui ne naîtra pas. Pour moi, c'est vraiment, s'il y a un livre sur la Shoah, pour moi, c'est ce Kaddish. On peut trouver que d'autres sont tout à fait décisifs aussi, mais le Kaddish, à mon avis, c'est celui qui va le plus loin. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle du Kaddish? J'ai oublié. Voilà. C'est une manière à la fois le Kaddish a été donné au théâtre là. Oui, magnifique. Magnifique. Une performance tout seul. Jean-Quentin Châtelain. Oui, Châtelain tout seul en scène. Hein, vous l'avez vu? Oui. Wow. Autant que Pérec et la bicyclette, c'est des Oui. spectacles. Bon, voilà, donc. Et c'est ça, c'est-à-dire. On sort de cette lecture, de cette pièce de théâtre traumatisé, mais sans forcément que le traumatisme prenne une ampleur trop grande. C'est un traumatisme apprivoisé. Ce que je reprends de Lacan, c'est que la question c'est ce rapport sexuel, le faire inexister. Ben, à la différence d'autres termes, le terme de soulèvement peut être aussi bien collectif qu'individuel, pour employer ces mots-là, que j'aime pas. Je considère, je pose, si c'était dans un discours scientifique, ce serait un axiome, mais ce n'est pas dans un discours scientifique. Je pose que tout un chacun, et la vie de tout un chacun est construite sur un acte de sa liberté qui prend la forme d'un soulèvement. Voilà, si Freud a dit que tout n'était question que d'Eros et d'Ananké, je considère que non, c'est pas mon avis. Je considère que c'est ce point-là en chacun qu'en quelque sorte je souhaite accueillir en tant que psychanalyste. On va peut-être arrêter là-dessus. Ça me paraît le bon moment de conclure. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. beaucoup. Merci.